Pourquoi la guerre, ce sont les noms propres? Comment raconter la guerre à la hauteur des écrivains? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center. Avec moi, Ariane Chemin, grand reporter et écrivaine. Ariane Chemin vient de publier son ouvrage intitulé « La guerre, ce sont les noms propres » aux éditions du Sous-sol. À travers son récit poignant, Ariane Chemin explore le destin tragique de deux figures de la littérature ukrainienne contemporaine, Volodymyr Vakulenko et Victoria Amelina, victimes de l'invasion russe. Bonjour Ariane, et surtout l'auteur de ce livre magnifique, La guerre, ce sont les noms propres, le livre qui vient de sortir aux éditions de Sous-sol il y a quelques semaines à peine, n'est-ce pas Ariane? Et toi tu es ici à Kiev, nous nous retrouvons au centre de Kiev où tu avais visité l'Arsenal du livre, le grand festival littéraire de la capitale ukrainienne. Donc nous allons parler aujourd'hui de ton livre en fait que tu as consacré à des gens que nous connaissons toutes les deux, à Victoria Amelina, Volodymyr Vakulenko, mais tout aussi bien la bibliothécaire de Kapitolivka, Yulia Kakula-Daniluk, et Tetiana Pelipchuk, elle, directrice du musée littéraire à Kharkiv. Ariane, dis-nous tout d'abord, la première question, pourquoi dans cette guerre où il y a tant de victimes et tant de blessés et de morts, tu as choisi cette histoire, évidemment très tragique, mais cette histoire particulière de Victoria et de Volodymyr? Alors c'est une très bonne question, Tetiana, parce que je me suis demandé moi-même si en m'attachant à cette histoire, il faut bien dire tragique et spectaculaire, mais aussi à des personnes que l'Ukraine connaît, je tombais pas un peu dans la facilité. Est-ce que je n'aurais pas pu choisir au fond des héros vrais, totalement anonymes? Je me suis interrogée là-dessus. Je me suis dit, est-ce que c'est un peu facile? Et en fait, je me suis dit, puisque la guerre que mène la Russie à l'Ukraine, c'est une guerre qui veut détruire tout ce qui est ukrainien. Et qu'est-ce qu'il y a de plus ukrainien que, évidemment, la culture, et dans la culture, la littérature. Et donc, je me suis autorisée à raconter cette histoire tragique qu'une partie des Ukrainiens connaissent et qui s'incarnent effectivement dans des gens de lettres, des gens qui aiment les livres, des gens qui les publient, des gens qui les gardent, des gens qui les feuillettent et des gens qui les écrivent. Et donc là, au centre de ce livre, l'histoire de Victoria et de Volodymyr, tu viens à la recherche, à l'enquête en fait de cette histoire très tôt. C'était, si je ne me trompe pas, à l'automne 2022, dans le village qui était récemment libéré de Kapitolivka, région d'Izium, région de Kharkiv. C'est là que tu commences c'est là que tu apprends en fait toute cette histoire de Volodymyr au moment où, si je ne me trompe pas, nous ne connaissons pas à ce moment-là même le fait que Volodymyr Vakulenko, écrivain pour enfants, il n'est plus de parmi les vivants, il est dans la tombe numéro 319 dans la forêt. Dis-moi, raconte-nous ce premier voyage qui t'a donné le prétexte pour plusieurs publications dans le monde. Alors moi j'arrive en Ukraine, je ne connais rien à l'Ukraine, je ne connais rien à la guerre et d'ailleurs j'ai voulu essayer de garder ce point de vue dans le livre. Je suis un peu comme les Persans de Montesquieu qui écarquillent les yeux et qui ne connaissent rien. Je voulais garder cette forme de naïveté pour garder la révolte. Et je débarque dans la région de Kharkiv effectivement à la fin de l'automne, début du mois de décembre et j'apprends que va être enterré dans une église un écrivain d'un village qui se trouve effectivement près d'Izium, à 4 ou 5 kilomètres. Et je suis accompagnée d'une jeune femme qui est devenue une amie, Anna Koryagina, et de Guillaume Herbeau, qui est un formidable photographe avec qui je travaille. Et on rentre dans cette église de Kharkiv, il neige, je me souviens.
Et tout est bizarre dans l'Église. Pour moi, qui ne connais rien à cette histoire et à l'Ukraine, tout est bizarre. Pourquoi ? Il y a un espèce de foutoir, parce qu'il y a beaucoup de journalistes locaux avec des perches. Ils font du bruit. D'ailleurs, Victoria Amelina le note elle-même dans son journal inachevé. Il y a des cris, une sorte de cri comme une lamentation tragique. En fait, ce sont les cris du fils de Volodymyr Vakulenko qui est là, qui est autiste et qui hurle à la mort. Et moi, je ne sais pas qu'il est autiste, donc je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Et je vois aussi les parents de Volodymyr Vakulenko qui sont évidemment épouvantés, consternés, mais qui sont presque trop fatigués et usés pour pleurer. Parce qu'au fond, ça a été tellement compliqué, l'histoire de leur fils. Il a disparu au mois de mars 2022. Ils le cherchent pendant tout l'été. On finit par se dire, tiens, il est peut-être enterré dans la fosse commune. On le déterre. On pense que ce n'est pas lui parce que Volodymyr Vakulenko avait une coiffure de cosaque et donc il avait une queue de cheval. Donc on s'est dit, c'est une fille. C'est finalement grâce aux recherches ADN qu'on comprend que c'est lui. Et c'est comme s'il n'avait plus la force de pleurer. Et là, il y a cette jeune femme que je ne connais pas, au teint pâle, diaphane, ravissante, il faut bien le dire. Je crois que Guillaume Herbeau a pris la seule photo où se trouve à la fois Volodymyr Vakulenko dans son cercueil et Victoria Amelina qui tient une bougie au-dessus du cercueil. Ça a d'ailleurs inspiré le dessin de la couverture du livre. Et c'est la seule fois, au fond, où ils sont réunis sur une photo. Elle n'a pas du tout été publiée. Mais c'était le cercueil fermé, n'est-ce pas ? Voilà. Et le cercueil fermé. Et je les vois et on me dit, tu sais, c'est elle qui a déterré le journal d'occupation de cet écrivain qu'on enterre. Et là, j'écoute ça. Évidemment, ça me glace, mais ça me fascine et ça me passionne aussi. Oui, ça te passionne parce qu'il s'agit justement de littérature. Dans ton parcours de journaliste et d'écrivain, tu t'intéresses toujours à des écrivains. Et donc là, tu as ce secret-là. Donc évidemment, c'est toute une autre histoire. En fait, une histoire de Victoria et de Volodymyr qui se connaissaient à peine, en fait, avant la Grande Guerre. Tu décris dans son livre ce court échange, en fait, de messages électroniques par la poste quand elle a refusé en fait sa participation dans le festival dans la ville de New York. Raconte-nous. Oui, je pense que Volodymyr Vakulenko, il rêverait d'être un grand écrivain reconnu, ce qui n'est pas le cas. Hein. Et donc, il rêve de ça. Et d'ailleurs, je trouve ça extrêmement touchant. Je me souviens, chez sa mère, j'avais lu la dédicace qu'il lui avait faite. Il avait dit « Ton fils écrivain ». Et on voit que son plus grand rêve, c'est que ses parents le reconnaissent comme un écrivain, alors que sa mère, peut-être qu'elle se dit que c'est pas forcément un métier c'est pas un métier, en fait. Et il n'arrive pas vraiment à percer, il faut bien le dire. D'ailleurs, j'ai entendu souvent, j'ai regardé plein de vidéos, et souvent, quand il faisait des lectures, il disait « Vous avez de la chance, vous êtes connu », ou « J'espère qu'un jour je serai connu ». Ça revenait beaucoup dans son discours. Et donc, il adorerait, évidemment, aller à ce festival de New York, cette petite ville du Donbass, où, quelques mois avant, Victoria Amelina a décidé d'organiser un festival comme une sorte de pied de nez à tous ceux d'abord qui habitent à l'Ouest, et puis évidemment avec ce nom extraordinaire qui l'amuse beaucoup. Et elle reçoit un message via Messenger, par Facebook. Il lui demande très gentiment est-ce que je pourrais venir au festival ? Je ne sais pas très bien si elle se dit non, je ne sais pas si elle se dit... C'est programmé, il y a trop de monde. En tout cas, c'est la réponse qu'elle lui donne. Et il est d'ailleurs charmant. Il lui répond extrêmement gentiment. Il dit « Je comprends très bien, peut-être à une prochaine fois. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là. » Et je trouve cet échange assez touchant. Oui, assez touchant parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés, à vrai dire, donc en vrai, en personne, alors que justement cet attachement, donc Victoria Amelina, elle avait, on peut facilement imaginer à l'intérieur d'elle ce sentiment. On peut nommer ça la culpabilité de ne pas avoir rencontré Vakulenko. Tu as raison de dire qu'il avait du mal à percer, mais je dirais quand même, là j'ai envie de contredire un petit peu parce que justement, je me rappelle très bien de son livre, en fait, le livre vert, le livre Tato Savaknir, le livre de papa, qui a fait un peu, qui était un peu connu quand même. Absolument. Dans les années 2015,
2014-2015. Il était présenté à l'Arsenal. C'est un livre que moi j'avais à la maison parce que nous avions à l'époque une seule fille. Après, bon, ce sont des vers, des poèmes en fait que Volodymyr a écrit pour son fils Vitali que tu viens d'évoquer, autiste. Donc il était quand même connu, peut-être il était auteur d'un seul livre. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors il y a ce livre effectivement, et d'ailleurs je me souviens que tu m'en avais parlé parce que tu m'avais dit que tu l'avais acheté et lu à tes enfants. Je m'en souviens. Mais il aimerait être un romancier ou un poète un peu reconnu, et je vois bien que ça lui manque et ça le ronge quand même. Hein. Il a 49 ans, il aimerait bien qu'un jour, il devienne, appartenir à ce cercle des écrivains ukrainiens, je pense. Et effectivement, tu as raison de parler de culpabilité parce que je pense qu'elle le porte un peu comme un poids. Et quand je la vois penchée sur ce cercueil, je ne sais pas ce qu'elle se dit. Mais j'imagine qu'elle se dit, écoute, on ne s'est pas rencontrés, mais je vais faire tout pour publier ton journal et pour que tu acquières, à titre posthume, une forme de notoriété. Avec ma notoriété à moi, Victoria Amelina, je vais t'aider à devenir quelqu'un qu'on va reconnaître en Ukraine, et ce qui sera le cas. Et au moment où tu retrouves cette scène, dans cette église dans la ville de Kharkiv, et on est à Kharkiv, on n'est pas à Kapitolivka, où Volodymyr Vakulenko habitait avec ses parents, avec son fils. Donc, en fait, à ce moment-là, le manuscrit est déjà déterré, le manuscrit est déjà au musée littéraire, il y a déjà, comme tu le décris dans ton livre, toute l'équipe qui travaille dedans. Et Victoria Amelina, elle est en train d'écrire, elle est en train de songer, peut-être elle n'est pas encore en train d'écrire, elle va l'écrire vers le mois de mai 2023. Elle est en train d'écrire cette belle préface, n'est-ce pas ? Très belle. Une préface où elle dit, elle est optimiste, peut-être qu'elle l'est plus que moi d'ailleurs, elle dit, la littérature ça peut sauver, les mots sont peut-être plus forts que les armes, et en lisant un poète, vous le faites vivre et vous le ressuscitez d'une certaine manière. Oui, elle dit aussi que Volodymyr Vakulenko a vaincu. C'est-à-dire que si vous lisez ces lignes, alors que Volodymyr Vakulenko, il est vainqueur. Il est vaincu contre la mort parce qu'on découvre toute cette histoire. On peut imaginer que tu te diriges assez rapidement dans le village de Kapitolivka. Voilà, Izium et Kapitolivka, pour découvrir justement la famille, le père Vassil et la mère Olena de Volodymyr, et Vitali qui est à temps surpris parce qu'il criait. Voilà, un adolescent à l'époque, il avait 14 ou 15. Ouais, c'est ça, 14. Voilà, là maintenant, elle est plus âgée. Elle est majeure, elle vient d'avoir ses 18 ans. Raconte-nous qu'est-ce que tu as découvert d'ailleurs dans cette histoire-ci, parce qu'il fallait tout reconstruire pour écrire ce livre. Il fallait, ce qui est absolument incroyable dans ton livre, c'est que tu donnes cette description très minutieuse en fait des événements qui a demandé un travail presque policier en fait de découvrir tous les détails. Oui, alors c'est ma manière d'enquêter quand je travaille au Monde. C'est évidemment plus compliqué pour moi en Ukraine puisque je parle pas l'ukrainien et que j'ai toujours eu une merveilleuse traductrice, un merveilleux traducteur, mais parfois je sais que ça me ronge parce que j'entends une petite intonation, un petit détail et que j'arrive pas à l'attraper parce que je parle pas l'ukrainien. Donc je ne cessais de poser des questions. C'est vrai, quand j'arrive, je rencontre d'abord l'oncle de Volodymyr Vakulenko. Je crois que la chose qui me frappe le plus, c'est la disposition de la maison dans le village. La maison de Volodymyr Vakulenko, elle est à l'entrée du village, et les chars, quand ils sont arrivés, les chars russes, quand ils sont arrivés début mars pour occuper le village, à l'époque, ils pensent qu'ils vont juste passer, pas s'arrêter. Ils s'arrêtent devant sa maison et devant la fenêtre où lui-même il écrivait. C'est fascinant géographiquement de voir ça. Il y a à l'entrée du village ce petit jardinet qu'il essayait de faire vivre, non sans mal. Il s'arrête là. Et donc c'est comme s'il le désignait déjà, comme si sa table d'écriture était déjà la cible de l'occupant russe. Ça, c'est la première chose qui m'a frappée. Et l'autre chose qui m'a frappée, c'est que je vais très vite dans la bibliothèque. Et là, la bibliothèque, elle n'est pas encore remise sur pied. Elle a été occupée par les soldats russes. Quand j'y arrive, la bibliothécaire est là, et Yulia, et elle est un peu désemparée. Je me souviens, elle a les bras ballants, et là, je prends, je ne sais pas, 200 photos de tous les détails. C'est là que, évidemment, après, je me suis plongée dans mes photos, j'ai vu le livre de Kourkov, j'ai vu ce préservatif complètement incroyable, Faire l'amour à la russe, qui était par terre, et qui, en fond, est un symbole, parce que on a l'impression que sa bibliothèque, elle a été violée, la bibliothèque de Yulia.
Et voilà, donc là, je travaille un peu comme la journaliste que j'ai l'habitude. Sur un scène du crime, littéralement. Exactement, je photographie tout. Et Yulia me dit, je l'ai oublié, que après, en partant de la bibliothèque, je lui dis, ne vous inquiétez pas, Yulia, je suis sûre que vous allez la remettre sur pied, vous allez faire une belle bibliothèque, vous allez reconstruire. J'ai complètement oublié que je lui avais dit ça, mais elle me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Et alors évidemment, beaucoup de gens, d'autres personnes ont dû lui dire, mais je me dis peut-être que j'ai apporté ma petite pierre pour lui redonner un peu le moral, parce qu'elle a été d'un courage exemplaire. Cette bibliothécaire qui avait un mari militaire, donc qui était une cible potentielle, et qui tient tête à ces soldats qui occupent et qui violent littéralement, qui souillent sa bibliothèque. Et d'ailleurs, elle dit, vous vous comportez comme des cochons, elle leur dit. Oui, elle n'hésite pas de leur dire à ces jeunes soldats russes, comme tu le décris dans ton livre. Rappelons aussi à des gens qui nous écoutent ou nous regardent, c'est que Yulia Kakula-Daniluk, c'est exactement la personne à qui tu dédicaces littéralement ton livre. C'est une amie, une copine très proche de Volodymyr Vakulenko. Ils étaient vraiment très amis. Elle a toujours soutenu lui dans ce qu'il écrivait, parce qu'elle tenait cette bibliothèque. C'est jamais évident d'avoir une bibliothèque dans un village où la moitié de population, on peut dire comme ça, n'ont aucun intérêt pour la littérature, ni pour la langue ukrainienne, ni pour des choses qui... Après, voilà, donc Yulia était pour Volodymyr quelqu'un d'important, même si leurs chemins se sont séparés un peu, n'est-ce pas, sous occupation, parce que lui, elle était surtout liée, responsable de son fils. Et je crois que tu décris d'une manière très détaillée qu'elle a perdu la trace de Volodymyr assez rapidement. Il ne savait même pas, pendant des longs mois, il ne savait pas son sort, c'est ça. Je me souviens qu'elle me racontait qu'avant la grande invasion, l'après-midi, il venait tout souvent avec son fils, il installait son fils devant des livres, et puis eux, ils papotaient politique, etc. Il était d'ailleurs beaucoup plus virulent qu'elle. Hein. Il ne pardonnait rien aux Russes, et parfois, elle me disait, j'étais obligée de dire, non, mais là, Volodymyr, calme-toi. Et quand elle m'a raconté ces scènes, elle m'a dit, mais en fait, il avait raison. Et ce que je trouve incroyable, c'est que, en fait, ils sont deux amis qui aiment les livres, qui, à partir du moment où l'occupant s'installe dans le village et où les checkpoints sont installés, ne peuvent plus se voir, ils ne savent même pas l'un et l'autre qu'ils tiennent tous les deux un journal. Et ces deux personnes qui vivaient dans les livres, et qui, en fait, c'est ça que je trouve extraordinaire, ils ont été les plus lucides, peut-être beaucoup plus que des politiques, aussi bien ukrainiens qu'européens, où Volodymyr, il a compris que la guerre, c'était une question de jours, et ça faisait des mois qu'il le savait. Il sait que la Russie va envahir l'Ukraine, et tout le monde le prend pour un guignol, pour un espèce du Luberlu, et ce n'est pas parce qu'on vit dans les livres qu'on ne voit pas la réalité. Au contraire, c'est peut-être ça que ça nous enseigne. Exactement. Lui, il est très lucide. Et lui, qui a pris conscience, le décrit aussi dans ton livre, comment il a pris conscience de cette importance historique du moment que nous avons traversé lors de Maïdan de 2013-2014. Donc, le moment auquel il a participé, il était blessé, etc. Lui, qui a habité, pas longuement, mais une certaine période à Lviv, parce qu'il y avait tu racontes aussi sa vie personnelle, tu as rencontré son ex-femme, en fait, la mère de son fils Vitalik. Donc, peut-être quelques mots sur ça. Il se rencontre par des sites de poésie, c'est quand même assez merveilleux quand on y pense. Ça n'arriverait jamais en France, parce qu'il n'y a pas de site de poésie comme ça. C'est quand même un sport national en Ukraine, la poésie. Ils se rencontrent comme ça, c'est pas forcément évident. Lui, il hésite à quitter. Ils habitent quand même à 1000 km de distance, lui complètement à l'est de l'Ukraine. Elle habite près de Lviv. Et c'est par la littérature, au fond, que... Elle était rédactrice ou quelque chose comme ça? Oui, correctrice et éditrice. Voilà. D'accord. Ils se rencontrent comme ça. Et puis bon, ça marche pas très bien. Mais c'est quand même une histoire d'amour. Bien sûr, parce que c'est une histoire d'amour qui s'est tissée sur la poésie. C'est quand même magnifique. Et d'ailleurs, même s'il y a eu des choses compliquées, jamais son ex-compagne ne m'a dit un mot de désagréable sur Volodymyr, et j'ai trouvé ça très touchant. Donc ils se rendent compte assez vite que leur enfant ne parle pas, est étrange, et comme enfermé dans une bulle. Ils comprennent que c'est... Et elle tombe malade, elle commence à avoir des difficultés à marcher, elle a une maladie génétique qui la rattrape. Et je voulais raconter ça aussi en détail, parce qu'on n'imagine pas que la guerre, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'elle suit un traitement, elle doit aller dans un sanatorium, et puis tout d'un coup, la grande invasion, terminée,
le traitement et aujourd'hui, elle est paralysée. Parce que le scénario, il est en Crimée, c'est ça? Absolument. Parce que la Crimée est occupée. Et donc, du coup, elle est paralysée. La guerre l'a immobilisée au sens propre et elle ne peut plus vivre avec son enfant. Elle est coupée de son enfant et c'est comme ça que Volodymyr s'occupe de son fils, qu'il adore, et réciproquement. Son fils se suit partout et il écrit ses livres pour son fils aussi parce qu'il ne comprenait pas bien les livres qu'il lui achetait ou qu'il lui disait. Il écrit aussi des livres pour que son fils comprenne. Donc, je trouve que c'est assez magnifique. Et s'il reste, à mon avis, à Kapitolivska, c'est parce qu'il ne veut pas laisser son fils. Et si la bibliothécaire reste à Kapitolivska, c'est je pense qu'elle ne veut pas laisser ses livres. Voilà, donc les choses auxquelles on s'attache, les livres, les enfants, l'enfant malade aussi, l'enfant que Volodymyr mentionne dans les pages de son journal. Donc disons aussi que grâce à Victoria Amelina et toute l'équipe qui est derrière, les autres, Sophie Etchelak, Tetiana Terren, d'Open Ukraine, qui ont beaucoup aidé pour en fait déchiffrer le manuscrit. Il a été édité en ukrainien, n'est-ce pas, avec la préface de Victoria Amelina. Il a aussi paru dans la traduction française au Québec et dans la traduction allemande et polonaise dans d'autres maisons d'édition. Et donc, ça devient un document. Et Victoria, elle signe sa préface, si je ne me trompe pas, c'était début juin, n'est-ce pas, 2023 ? Exactement. Juste avant Arsenal. Et qu'est-ce que s'est passé après ? Eh bien, elle présente ce livre en avant-première, d'une certaine manière, à l'Arsenal. Et après, l'Arsenal se termine et elle va dîner à Kiev avec à la fois un écrivain colombien très connu qui s'appelle Hector Abad, qui a écrit des livres magnifiques, et puis un diplomate colombien qui est là aussi. Et le diplomate, il dit, bon, écoutez, c'est gentil tout ça, mais nous, là, on est resté à Kiev. À l'époque, en 2023, il n'y a pas les bombardements qu'on connaît aujourd'hui. C'est assez tranquille. Dis-moi, je n'imagine pas revenir en Amérique latine alors qu'on est venu ici pour lancer cette campagne, pour mobiliser l'Amérique latine qui n'est pas très concernée par ce conflit, qui fait partie du Sud global, qui est franchement n'a pas tellement un intérêt particulier pour l'Ukraine et encore moins pour l'Ukraine victime. Donc il dit, il faudrait quand même qu'on aille quelque part. Par exemple, on pourrait aller visiter un village qui a été libéré après l'occupation russe de mars 2022. Et c'est comme ça que, alors que Hector Abad, l'écrivain, qui a le courage et l'humour de se décrire comme un trouillard, il l'écrit lui-même, il n'a aucune envie d'aller à l'est de... Parce que sa femme s'inquiète, son époux s'inquiète. Exactement, et puis lui, il n'a pas envie. Et puis donc, finalement, elle est convaincue, Victoria Amelina, et elle va partir les accompagner pour une sorte de petit voyage de 2 jours où ils iront à Kharkiv, un petit passage à Kapitolivska, elle leur montre le cerisier, ils vont rendre visite à la bibliothécaire et ils dorment une première nuit à Kramatorsk, puis une seconde. Et avant de passer cette seconde nuit, ils décident d'aller manger dans une pizzeria que toi tu connais et que connaissent tous les gens qui bourlinguent, qui vont transporter des voitures pour les soldats, des médicaments, qui apportent beaucoup de choses sur le front. Cette pizzeria qui est une espèce d'endroit où on retrouve une population très variée de journalistes, de membres d'organisations humanitaires. Et ils s'installent là. Ils commandent très vite, parce qu'il y a le couvre-feu, le dîner, et ils s'apprêtent à trinquer. Ils lèvent leur verre à la fin de ce séjour, quand tout d'un coup, il y a une ombre noire qui arrive et un missile Iskander tombe sur la pizzeria. Et j'ai voulu m'attacher à ce moment, ça peut paraître très sordide, mais au fond, ce que ça voulait dire, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'une guerre qui vous tombe sur la tête au sens propre et au sens figuré. Pour moi, c'est invraisemblable. Je ne sais pas ce que c'est qu'une guerre qui me tombe sur la tête, voilà. Et on raconte assez rarement, parce que souvent les gens sont morts, ce que ça fait de se prendre un missile sur la tête. Et là, ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'il y a 2 photographes, un écrivain, et à leur manière, mais pas tout de suite, ils vont raconter cette frappe mortelle qui va faire des dizaines de morts, dont, hélas, 3 jours après, Victoria Amelina, la seule de la table. Donc ils étaient 4 et seule elle est morte. Exactement. Après une sorte de jeu de translation et de chaise musicale où elle prend la place de quelqu'un d'autre. Enfin,
Tout ça, c'est... Ah oui, ça m'a frappé vraiment cet épisode parce que justement, pour comprendre ce que se passait, tu as dû aller jusqu'à dans le livre de Hector Abad pour voir comment ça se passait et que c'était lui qui était sourd d'une oreille, c'est ça? Alors j'ai été en fait à Bruxelles rencontrer le diplomate colombien. Je voulais qu'il m'explique. Et comment ça se passait? Oui. Pourquoi ils étaient 4 et seul Victoria On a passé un long moment et c'est lui qui m'a expliqué qu'ils avaient acheté des bouteilles de whisky, les deux Colombiens, à l'aéroport et qu'ils étaient en train de se servir du whisky sous la table. Donc l'un a été protégé de cette manière, etc. Que Hector Abad est un peu sourd d'une oreille. Donc il demande à Victoria Amelina est-ce que tu veux pas changer de place avec moi? Est-ce que tu veux pas te mettre à la gauche du diplomate? Et inversement. Et c'était une manière aussi de raconter le rôle du hasard. Certains diront la malédiction. Et ça fait écho à un poème, tu vas m'aider, très connu de Victoria Amelina, qu'on voit ressurgir en Ukraine lorsqu'il y a des frappes sur les comptes Facebook, etc. Cette fois-ci, ce n'était pas moi. Voilà, fin de l'alerte. Fin de l'alerte. Повітряна тривога по всій країні. Voilà, un poème documentaire, comme on appelle ça, le poème documentaire de Victoria Amelina qui est extrêmement connu. Et d'ailleurs, la dernière vidéo de la Victoria vivante, en tout cas la dernière vidéo de Victoria en public, c'était justement 2 jours avant sa mort, le 27 juin 2023. Elle était à l'Arsenal, nous étions tous là, les amis de peine. Elle était sur scène, elle lisait ce poème en particulier et 2-3 autres poèmes accompagnés de piano de Volodymyr Yermolenko. Et on n'avait évidemment pas aucune idée que ça sera la dernière fois qu'on le voyait. Elle n'était pas du tout censée aller à Kramatorsk, ni d'ailleurs à l'Est. Elle devait aller, nous parlions longuement de cela, elle devait aller à Paris, parce que elle venait de gagner une bourse, n'est-ce pas, de Columbia University à Paris, pour passer toute l'année, pour justement terminer son livre qu'il est paru maintenant en français, mais qui n'était pas terminé, avec son fils. Donc on parlait de son balcon, de appartement que notre amie à Paris lui a déjà trouvé. Elle parlait de l'école, comment mettre son enfant adolescent dans telle ou autre école, des choses comme ça quand on se prépare à quitter le pays. Et c'était un peu la décision de la dernière minute autour d'une table avec les Colombiens que de partir là-bas à l'Est. Absolument. Et puis après, évidemment, le jeu de hasard, c'est extrêmement dramatique, ces pages-là, où tu décris avec autant de détails tous ces moments-là. Un autre moment très important dans ton livre, quand tu décris pourquoi déjà cette femme romancière et qui est devenue un peu poète au début de la grande invasion russe, pourquoi elle est devenue documentariste de crimes de guerre? Pourquoi? Raconte-nous comment est-ce que elle aurait pu rester là-bas et pas partir à Kapitolivka pour documenter des crimes de guerre? Alors, elle est romancière, effectivement, elle a écrit des essais, et tout d'un coup, elle est empêchée. Elle n'arrive plus à écrire de la fiction. Elle se dit, je n'y arriverai pas. Je crois que c'est toi qui citais dans un article qui m'avait beaucoup intéressé, où tu réfléchissais sur la manière, ce que la guerre pouvait faire aux écrivains, et tu recitais ce texte très connu d'Adorno, peut-on écrire encore de la poésie après Auschwitz? Elle peut plus écrire de fiction. Parce qu'au fond, ce qu'elle a sous les yeux est tellement inimaginable et indicible qu'elle n'y arrive pas. Et donc, au début, elle s'engage dans une association humanitaire, elle fait des colis et tout ça. Je pense que d'elle-même, elle se dit, je pourrais quand même peut-être faire un peu mieux, mais elle est modeste, elle le dit pas ouvertement. Puis finalement, elle s'enrôle dans cette ONG qui s'appelle Truth Hounds, et elle fait une formation à Kiev pour apprendre à documenter. Parce que c'est très difficile de documenter les crimes de guerre. C'est tout un métier. C'est tout un métier. Il suffit qu'il manque une appréciation, une question, etc. On ne peut pas le faire remonter après à un tribunal pénal en cas de paix juste, si je puis dire. Donc, c'est tout un processus. C'est un peu comme quand on apprend le journalisme, d'ailleurs, il y a des questions qu'il faut absolument poser. Et elle apprend tout ça. Et quand, sur la boucle WhatsApp de Truth Hounds, s'annonce cette question, qui voudrait aller documenter les crimes de guerre dans la région d'Izium qui vient d'être libérée, tout de suite, elle veut y aller. Parce que tout de suite, elle pense à Volodymyr Vakulenko, cet écrivain qu'elle n'a pas invité à son festival, et dont elle a des nouvelles par la boucle de Peine Ukraine. Donc elle connaît l'existence de cet écrivain disparu, elle ne sait pas encore qu'il avait écrit un journal d'occupation, et tout de suite, elle veut y aller. Et elle fait partie de l'équipée qui se dirige vers Izium, où elle découvre des choses épouvantables. Alors, c'est vrai que j'avais parfois l'impression qu'à quelques mois de distance, évidemment à quelques mois de distance,
et sans évidemment le savoir qu'elle a, puisqu'elle a appris à documenter des crimes de guerre, mais parfois elle fait des découvertes à Izoum, elle manque de marcher sur une biographie de Staline qu'elle trouve dans les décombres d'une salle qui servait à emprisonner les Ukrainiens. Et moi, dans la commandantour, comme on appelait ce grand local d'Izium où ne cessait de se rendre la mère de Volodymyr pour avoir des nouvelles de son fils, eh bien, je tombe sur des dessins qu'ont écrits des jeunes écoliers de Rostov-sur-le-Don et qui les envoyaient, des dessins de propagande absolument sidérants, de propagande russe sidérants, qu'ils envoyaient aux soldats sur le front. Et c'est un sentiment étrange de fouler le sol comme ça. C'est comme si on marchait sur un matériau historique et qu'on était les premiers, comme quand on marche les premiers sur la Lune, je sais pas comment dire, mais on marche sur des archives vivantes d'une certaine manière. Et j'avais ce sentiment-là à quelques semaines de décalage, en fait. Et il décrit, et Victoria, dans la préface, je me rappelle très bien le moment dépouilles, quand les gens creusent en fait les tombes de ce cimetière improvisé dans la forêt d'Izium, et elle, en même temps, elle creuse le jardin du père de Volodymyr pour essayer de trouver le manuscrit, parce que son père lui a dit que tiens, le Volodymyr a laissé enterrer le journal. Et évidemment, donc je vois très bien que toi, tu es allé tout de suite aussi au cimetière pour voir cette fameuse tombe numéro 319. Oui, d'abord j'étais voir le cerisier. D'accord. Tout de suite. Pour voir l'arbre, en fait, où tout a commencé. Oui. Tout a commencé, puis tout avait un peu changé. D'ailleurs, quand elle arrive, il y a des fougères qui ont poussé. Elle a du mal à retrouver le manuscrit. Et elle y met beaucoup d'acharnement. Et elle a la franchise d'écrire dans ce livre inachevé. En fait, tout d'un coup, elle dit « Je m'en fous des crimes de guerre. Ce que je veux, c'est le cahier. » Elle le dit comme ça, je trouve ça très franc. Elle dit, ça m'obsède, je veux retrouver ce livre, parce que derrière ce cahier à petits carreaux d'écolier, au fond, il y a toute la littérature qui a été enfouie, massacrée pendant tout un siècle, le XXe siècle. Donc, ça pourrait avoir une valeur symbolique. Et puis, évidemment, je vais dans cette tombe... j'oublierai jamais ce spectacle de ces tombes ouvertes avec ces croix en bois... de fortune posées là dans des tombes vides parce qu'on a dû exhumer des corps entassés un peu vite. C'est avec ces pins immenses qui cognent le ciel quasiment. Jamais j'oublierai ça. Et dans cette histoire, il y a encore un quatrième personnage que nous n'avons pas encore évoqué, mais qui joue aussi un rôle très important. Donc, à côté de Victoria et Milena, Volodymyr Vakulenko et Yulia Kakula-Daniluk, la bibliothécaire de Kapitolivka, il y a Tetiana Pilepchuk, elle, directrice du musée littéraire à Kharkiv, on peut dire un des cœurs des études de Kharkiv que toi tu décris, qui elle, durant les premières heures de la grande invasion russe, elle a sa mission particulière à elle. En quoi consiste-t-elle cette mission ? Alors d'abord, quand les premiers obus tombent sur Kharkiv le 24 février, elle comprend rien. Elle se dit, mais je sais pas à quoi ça ressemble la guerre, moi. La guerre, je l'ai vue dans des films, je l'ai lue dans les livres. Elle me cite d'ailleurs toute sa littérature familière où elle a entendu ou vu parler de la guerre. Et elle ose à peine ouvrir sa porte parce qu'elle se dit peut-être que tout va être rasé, effondré. Et elle se rend compte que non. Et sa première obsession, comme justement elle s'occupe d'un musée qui tente de sauver les archives de la fameuse Renaissance fusillée de 1930, où beaucoup d'écrivains ont été exécutés. Elle veut sauver ces archives. Et c'est son obsession. Elle veut les emmener ailleurs, dans un endroit qu'elle veut tenir secret, parce qu'on ne sait jamais. Et là, c'est magnifique, parce que tout le musée, alors qu'ils n'ont pas trop le droit de sortir, se mobilise pour venir faire les cartons. Ils mettent tout ça dans les cartons de la Nova Pochta. Elle se rend à la gare de Kharkiv pour prendre le train vers l'ouest. Elle a réservé un compartiment. Elle met sa collection au fond dans ce compartiment. Elle s'en fiche de ne pas pouvoir dormir. Ce qui compte, ce sont les cartons. Et il y a quelque chose qui m'avait frappée, c'est qu'elle m'avait dit que pendant qu'évidemment, c'est un train de réfugiés. À l'époque, on est en mars 2022, il est bondé. Et il y a dans le couloir une famille avec un petit enfant qui pleure et un chien. Et elle a un peu pitié d'eux. Elle leur a dit, regardez, prenez le compartiment. Il y a des cartons partout, mais peut-être que vous pourrez quand même vous reposer un peu davantage. Et ce qui l'avait frappé, c'était ce chien qui sautait sur ces cartons d'archives, qui posait ses pattes au fond sur ce qui représentait sa vie, un peu comme les livres de la bibliothécaire de Kapitolivka, c'était sa vie. Et quand elle me racontait la scène, je ne sais pas pourquoi, je voyais une scène qu'aurait pu raconter Kundera, tellement c'était absurde et poétique en même temps. Ouais.
Et humain aussi en même temps, parce qu'elle a pris pied de ses petits enfants, mais à la fois, pour elle, évidemment, les manuscrits et arrachés à l'oubli, et à l'oubli littéralement, parce que c'était des écrits, des écrivains qui ont été massacrés, tués, etc. Donc c'était une mission de sa vie, donc elle les sauvait comme les êtres vivants. Donc ces pages, ces cartons, et d'ailleurs, elle était de retour très vite à Kharkiv. Donc après avoir accompli cette mission-là, tu le décris aussi dans ton livre, elle était très vite de retour à Kharkiv, qui était à l'époque vraiment littéralement sur la ligne du front, parce que l'armée russe elle était à 10 km de la ville, et c'était jusqu'à septembre 2022, c'est-à-dire au moment de la contre-offensive ukrainienne. Donc c'était une ville où il y avait la pluie de missiles et de grades et artillerie russe, donc elle était là. Elle était de retour après avoir sauvé son archive. Mais tu as raison de dire que ce sont comme des êtres vivants, parce que moi je me souviens très bien quand on m'a montré pour la première fois le journal de Volodymyr Vakulenko, qui était encore presque humide, puisque je suis arrivée fin 2022, cette manière d'enfiler des gants en plastique, comme le font les chirurgiens, au fond, pour des corps vivants, ça m'avait beaucoup fascinée. Oui, donc voilà ces 4 personnes, Victoria Amelina, Volodymyr Vakulenko, les morts, et puis 2 autres qui sont encore on espère pour toujours en vie, Tetiana Blipchuk et Yulia Kakula-Daniluk de Kapitolivka, qui sont aussi les héroïnes de ton livre. Quand tu mets le point final dans cette histoire-ci, et évidemment c'est très poétique, parce que pour toi, j'imagine, c'est toujours l'histoire de la littérature, c'est toujours l'histoire de pages qui sont là malgré la mort, n'est-ce pas? C'est l'histoire de l'amitié, de sentiments aussi entre 2 êtres qui ne se sont jamais rencontrés. Oui, et je me disais parfois, c'est terrible, c'est comme si au fond une sorte de pacte faustien s'était noué entre eux, parce que elle le tire de l'oubli. Et lui, d'une certaine manière, il l'attire aussi vers la mort. Enfin, c'est un peu trop résumé de dire ça, mais je pensais ça, cette espèce de pacte faustien. Alors, ce que je voulais pas faire, c'est que je voulais pas en faire des héros. Je voulais pas tomber dans le pathos. Je voulais pas. Je voulais qu'on s'en souvienne. Je me suis dit, si on se souvient de ces 2-là, eh bien. Si des lecteurs peuvent s'en souvenir, peut-être qu'ils se souviendront aussi, ils penseront à l'Ukraine. C'était l'idée d'incarner quelque chose. Mais je voulais pas non plus en faire une sorte de manifeste en disant « Regardez, la littérature, c'est plus fort que la mort », parce que la vérité, c'est que quand je me suis rendue dans le cimetière de Lviv, et que j'ai vu cette tombe, d'ailleurs très joliment fleurie avec des fleurs très simples, de Victoria Amelina. J'ai vu ce sorte de verre à vin, parce qu'elle adorait le vin et le champagne, rempli de crayons, de feutres. J'ai trouvé ça à la fois magnifique, mais je me suis dit, mais en même temps, elle est plus là. Elle n'a pas terminé son livre. Et tu as raison de dire que lui, il est tiré vers la mort, parce que même le jour de la mort de Victoria Amelina, après 3 jours de coma, donc la frappe de Kramatorsk que tu décris, c'est le 27 juin 2023. La date de sa mort, c'est le 1er juillet 2023, et c'est le jour d'anniversaire. Absolument. Encore un jeu de coïncidence. Un jeu de coïncidence. Et ce qui est le plus important dans cette histoire-ci, c'est que ce livre, en fait, La guerre, ce sont les noms propres. D'ailleurs, une citation d'un autre poète ukrainien. Absolument, qui est mort. Qui est mort au fond. Et donc c'est aussi une histoire c'est comme si tu prends le relève, on peut dire comme ça, prends le relève et que tu continues à parler d'eux. Eux, tous les 2 sont traduits. Oui, alors modestement, mais c'était aussi une manière de dire, la guerre, ce sont des noms propres. Il y a d'autres noms que j'ai souhaité donner. Ce sont les noms de ceux qui ont donné l'ordre pour l'un de tuer Volodymyr Vakulenko, parce qu'on ne le tue pas par hasard. C'est ça qu'on voit très bien dans les documents des ONG qui ont largement exploré ce crime. On voit que les Russes qui occupent le village, ils l'appellent celui de Maïdan. Ils lui en veulent pour ça. Ils savent très bien où il habitait à Lviv. C'est quand même fascinant. Bon, et j'ai voulu donner aussi le nom de ce gradé russe qui décide de toucher la pizzeria de Kramatorsk. Donc la guerre, ce sont les noms des coupables qu'il faudra retrouver, et ce sont les noms des victimes qu'il ne faut pas oublier.
Merci beaucoup Ariane pour ce récit, pour ce témoignage et surtout évidemment avant tout pour ce livre, La guerre, ce sont les noms propres, qui est là comme une évidence et qui continue en fait ce que Victoria a fait, ce que Volodymyr Vakulenko a fait et qui rend cette histoire lucide et transparente, on espère, pour le public français et francophone. Merci beaucoup Tetiana. Merci beaucoup. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas à partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis accompagnée par Ariane Chemin, grand reporter et écrivaine. Ariane Chemin vient de publier son ouvrage « La guerre, ce sont les noms propres » aux éditions du Sous-Sol. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.